Cette émission est offerte en vidéo-description pour les personnes ayant une déficience visuelle. Voici les représentants des forces du Nord! On m'appelait, là, puis on disait « Ah oui, il y a un rassemblement à telle place. » Puis là, tu partais, puis t'allais au rassemblement là, puis t'allais au rassemblement là, puis... Tu sais, je veux dire, là, tu sais même plus où tu es, là. Si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai fait 10 000 kilomètres. Fait que là, le Levin, là, j'ai un appel, la veille. Puis on me dit, là, il va y avoir un rassemblement là, au centre-ville de Montréal. Puis on veut que tu y sois. Alors, on parle, le lendemain matin, bien tôt, il fait noir. J'ai pas lu les journaux, là. J'ai pas eu la presse, puis tout ça. Là. Il est 5h30 du matin, là. Et on arrive, puis là, on voit la bain du monde. Et vous saviez pas jusque-là que c'était des gens de partout du Canada qui venaient? Vous n'avez aucune idée? Non. Non. Il y a plus de 100 000 personnes, c'est ça que vous voulez dire? 100 000? Alors, à quelques jours du vote du référendum de 1995, c'est un peu la panique à Ottawa. On se demande ce qu'on peut faire pour inverser la tendance. Puis là, il y a Brian Tobin, qui est ministre des Pêches et des Océans de Jean Chrétien. Lui, il décide d'organiser un grand rassemblement à Montréal pour justement dire aux Québécois que le reste du Canada les aime. Oui, qui va attirer des dizaines de milliers de personnes, ce qu'on va appeler le love-in. Dans l'état d'énervement collectif à l'extérieur du Québec, les fédéraux, à un moment donné, larguent complètement l'équipe du non au Québec et disent, nous, on sait ce qui est bon, puis on va faire ce qui est bon. Les premiers manifestants des autres provinces ont commencé à arriver à Montréal. Ces étudiants ont recueilli des milliers de signatures demandant aux Québécois de rester au Canada. C'était pas le comité du non qui a décidé. C'était un geste qui était initié par M. Tobin, qui a communiqué avec des gens d'affaires. Moi, j'ai des libéraux fédéralistes qui m'ont même dit où ce qui était ce monde-là en 1990, quand on aurait eu besoin d'eux autres. Donc, ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui sont pas trop favorables à ça, qui ont peur qu'il y ait un backlash important. Dans le camp du non? Des personnes oui, en... Oui. OK. Puis comme ça venait de Terre-Neuve, qui avait joué un rôle dans l'accord du Lac-Meach, moi, ça me créait des émotions. Je suis particulièrement inquiète. On sait qu'il y a 2 compagnies aériennes qui ont offert des réductions de tarifs pouvant atteindre les 90 % pour permettre au plus de gens possible de participer à ce rassemblement. Un geste que le oui condamne. Il faut avoir une certaine sympathie pour M. Johnson. Sa capacité d'empêcher ce train-là d'avancer quand le ministre fédéral des Transports est en train d'appeler Air Canada puis Via Rail versus le chef de l'opposition officielle à Québec, c'est pas difficile. Parce qu'il a fait des téléphones. Oui, mais la personne qui nomme les présidents de Via Rail et puis qui finance ou qui donne des politiques avantageuses à Air Canada, elle n'est pas à Québec, elle est à Ottawa. Et là, on leur dit, faites votre devoir patriotique. Il n'y a rien que ces compagnies-là peuvent faire à part de dire oui. Le Levin à Montréal, il y avait une atmosphère, une tension lourde. C'est comme si on était conquis. C'est comme s'il y avait un débarquement en ville. Puis en plus, l'atmosphère était... La température, le plafond était bas, c'était sombre, c'était sinistre. Si on sortait dans la rue, par exemple, pour aller chercher un sandwich, il y avait des gens qui nous interpellaient, qui nous agrippaient par le manteau pour nous mettre un drapeau du Canada de force. C'était vraiment agressif. Ça n'a pas de bon sens. Non, non! Moi, je l'ai vécu comme une agression, là. C'est des gens qui supposément nous aimaient. Ça parle anglais dans la ville, c'est mal poli. Tu vas dans les commerces, je pouvais pas avoir mon burger parce qu'il y avait trop de monde au comptoir, mais c'était comme... J'ai entendu des gens du camp du non dire comment ils trouvaient ça beau. D'abord, c'est niaiseux, pas à peu près, là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est votre journée. À vous, les citoyens du Québec et les citoyens du reste du Canada, qui êtes venus ici à Montréal vous donner la main pour la survie de notre grand pays. Ça a dépassé les bornes, là, vraiment. Le fédéral, avec Jean Chrétien, qui fait en sorte qu'on se fiche des règles. D'ailleurs, M. Chrétien l'a dit dans une entrevue, 10 ans plus tard. Quand j'ai vu le oui monter, je me suis dit « The hell with the rules ». Au diable les règles. Pour nous, ça sonnait, là, ça, comme « Au diable le Québec », hein? C'était pas illégal, mais mon Dieu que c'était immoral.
Pensez que serait venu ici si le non avait été en avance de 56 % We love you, Québec? Ouais, we love you, ouais. Donc, il était prêt à tout, dans le fond, pour essayer de gagner. Puis ça, sur le plan démocratique, c'est une honte. Hey, j'étais un non, moi, jusqu'à hier. Fait que tais-toi. Maintenant, je suis un oui. C'est épouvantable parce qu'ils n'ont pas le droit de venir nous dire quoi faire. On est chez nous, ici. Il y avait des gens qui disaient « Qu'est-ce que vous faites ici? Où étiez-vous en 1982? Où étiez-vous pendant les négociations de Meach et Charlottetown? Et ça, c'est une frustration légitime. Moi, je vois ça à la télévision. Je me promène dans le comté après. Puis tous les insécurisés que j'avais rencontrés, là, ben là, ils viennent nous dire qu'ils nous aiment. Puis là, tu sais, c'est sûr que s'ils nous aimaient pas, ben tu sais, bon, moi, je crois que ça a eu un effet. Pour le non? Oui. L'enquête Léger, le Journal de Montréal accorde 46,8 % au oui contre 41,4 % au non. 11,8 % des répondants demeurent indécis. Après répartition de ces indécis, c'est l'égalité totale. Tu regardes ça puis tu dis, ouais, ben là, c'est quand même assez serré, mais durant tout le temps de tout cet exercice-là, je l'ai fait en me disant dans ma tête, on va gagner. Moi, je suis assez confiant qu'il va y avoir un taux de participation de 85 % À 85 % ça veut dire que les jeunes auront été votés. Puis pour nous, si les jeunes votent, c'est bon. Plus de 5 millions de Québécois se prononcent aujourd'hui sur l'avenir du pays. On s'attend à un taux de participation record. On pourrait atteindre même les 90 % de participation. C'est énorme, Simon. C'est même du jamais vu au Québec. Ça votait beaucoup partout, dans le fond. Tu sais, les rumeurs, ça vote énormément dans les comtés souverainistes, mais ça votait énormément dans l'ouest de Montréal aussi. Ça votait énormément. Tu sais, ça votait presque à 94 %. C'est du jamais vu dans les démocraties modernes, là. Je sillonnais par extension un Ville-Mont-Royal. Je rentrais dans le bloc appartement, je sonnais les 4 appartements. Puis là, j'allais au premier. Il faut aller voter, c'est vraiment serré, on va perdre. J'allais au deuxième. Il faut aller voter. Votre vote est important. Y a-t-il d'autres mondes dedans? Daniel Johnson a voté, lui, à Ville-Mont-Royal, où il demeure. Lucien Bouchard, lui, est allé voter à Alma, dans sa circonscription fédérale de Lac-Saint-Jean. Les gens vont voter, il y a des grandes lignes d'attente. On est très émotif, on est très fébrile. Ça commence à être très stressant. Je suis un optimiste par nature. Jacques Parizeau et Lisette Lapointe sont arrivés sur le coup de 10 heures dès l'ouverture des bureaux de scrutin. Ils ont voté dans la circonscription d'Outremont. Je pense qu'aujourd'hui, le Québec va gagner. Lui, c'est le combat de sa vie. Ça fait plus de 30 ans qu'il a tout misé là-dessus. Parizeau disait, moi, la recherche du pouvoir ou de goûter le pouvoir, j'ai testé ça en 61-62 quand j'étais conseiller d'un premier ministre qui était Jean Lesage. J'ai jamais vraiment aimé faire la politique. La politique, j'en fais parce que je veux faire un pays. Jacques Parizeau est confiant. La victoire est au bout des doigts. Le sondeur en titre du Parti québécois, Michel Lepage, est lui convaincu que cette fois-ci est la bonne. Je pense qu'on va gagner. Je vous donnerai pas de pourcentage, mais le oui va gagner. Même le chef de cabinet, Jean Royer, qui n'a pas l'habitude de sourire pour rien, cache difficilement sa joie. Les nouvelles sont bonnes? Oui, les nouvelles sont bonnes. Et vous êtes fin prêt, semble-t-il? Oh, bien ça, on l'est depuis longtemps. Tu parles dans l'éventualité d'un oui? Oui, on l'est depuis longtemps. Je dirais que l'ensemble des scénarios sont prêts et vont être opérationnels à partir de ce soir. Moi, j'ai la certitude qu'on va gagner à 51. Donc, ça contamine, ça, venant d'un homme aussi prudent normalement. Alors, Jacques Parizeau a l'impression aussi, ça sent bon. 93. Ce qui était partagé quand du oui cette journée-là, c'était que c'était fait. Les sondeurs disaient que c'était dans la poche. Je me souviens, par exemple, de Lucien Bouchard qui demande à Mario comment on se sent quand on va avoir contribué à faire apparaître sur la carte du monde un nouveau pays. La réponse de Mario, ça dit « Oh, c'est pas fait, là ». Là, on décide de notre avenir, puis on va voir ce que ça va donner. On se demande qu'est-ce qu'on va devenir du jour au lendemain. Le ciel peut nous tomber sur la tête. Je veux pas briser un rêve pour les partisans du oui. Je veux pas voter non aussi. Je veux pas briser un autre rêve. Je pense que je suis le seul dans le cas du oui qui pensait que ça passerait pas. C'est 50-50. Tout ce que j'ai appris de la politique, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est que la proportion des gens qui se décident dans l'isoloir, là, rarement ils vont y aller avec une espèce de réflexe d'audace, de poser un geste que tu n'avais pas prévu poser. C'est bien plus l'inverse. C'est un repli, c'est un réflexe de... Fait que, donc, si t'es dans le camp du oui, il n'y a pas une prime à l'urne, il y a une déprime à l'urne.
Le soir du référendum, le rassemblement du non est au Métropolis à Montréal. Le oui se tient à 2 endroits différents. On a l'ADQ de Mario Dumont qui est dans un hôtel à Montréal et Lucien Bouchard et Jacques Parizeau qui sont au Palais des Congrès dans 2 suites différentes. Et de son côté, Jean Chrétien, lui, il va suivre les résultats à partir du 24 Sussex à Ottawa. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Jean-François Lépine et Bernard de Rome. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Bernard. C'est peut-être la première fois depuis le temps qu'on couvre ce type de rendez-vous électoral qu'on ne sait vraiment pas ce qui va arriver. Dans le passé, on avait toujours une certaine indication de ce qui pourrait se dérouler. Là, vraiment, le dire avec certitude, c'est absolument pas possible. Moi, le soir du référendum, je suis dans la suite avec M. Parizeau. Les résultats commencent à sortir, puis là, le téléphone se met à sonner. Je m'aperçois que j'ai à peu près 15 minutes en avance sur ce qu'on voit à la télévision. Alors, le début de la soirée, les résultats qui me sont acheminés sont meilleurs que ceux qu'on avait espérés. Mais évidemment, je garde ça pour moi, là. Alors, M. Parizeau est comme un lion en cage, lui, il marche de long en large, là. Mais il me voit bien que le téléphone sonne. Alors là, il vient près de moi, puis il me dit « Et puis? » Ben, j'ai dit « Ça va. » Premier résultat, le oui, oh, regardez ça, 50,5 à 49,5. C'est un homme de chiffres, hein, Jean? Donc, pour le moment, tout va bien. On est heureux. On pense qu'on est en avance. Je vous avoue que c'est assez euphorique. Moi, je me souviens que le premier résultat que j'avais donné en 1980, ça venait du Pontiac. Ça donnait 60 pour le non, 40 pour le oui. C'était un premier résultat et c'était le Ça s'est avéré finalement. Je vois celui qui voit son rêve qui est en train de se réaliser, là. Les résultats à la télévision qui semblent conforter ce que je lui ai dit la veille, là, mais qui ne semblait pas croire au début, là. Alors donc, c'est 58,1 pour le oui. Il me fait penser à un homme qui est sur une barque qui longe le rivage. Puis le rivage, c'est le pays, là. C'est le Québec, là. Là, il est à distance de vue, là. Il va débarquer, là. Dans le bas du fleuve, c'est bleu partout. Rivière-du-Loup, chez Mario Dumont, le oui à 60,5 %. Au début, le oui avait une avance assez impressionnante. Ma mère disait, est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on va quitter, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer? Surtout pour les communautés culturelles nouvellement arrivées 20-30 ans, c'était la fin du monde si le Québec se séparait. Le oui, dans toutes les régions du Québec, a augmenté son score. Et là, je commence à recevoir des téléphones, puis il y a non pas le résultat qui me frappe au début, c'est le taux de participation. Où là, je m'aperçois que ça va être plus que 85 %. Puis au-delà de 85 %, j'ai jamais figuré ce que ça donnerait, je sais pas. Qui c'est qui va voter au-dessus de 85 % Je pense que c'est un record dans l'histoire du Québec. Et d'ailleurs, les experts en sondage qu'on a consultés sont absolument pas du même avis sur ce que ça pourrait donner. À qui c'est favorable ou pas? À qui c'est favorable. Toujours 15 minutes en avant des médias, les téléphones se mettent à rentrer, puis là, je calcule, puis j'ai dit « Monsieur Parizeau, il va nous en manquer. » Alors là, il y a un silence. Il n'y a pas ni remarque, ni rien. Parce qu'ils sont rivés sur la télévision. Les bonnes nouvelles sont ce côté-là. Ils ne sont pas du côté du gars qui est dans le coin, là. D'être serré à 50-50, psychologiquement, il n'y a personne qui s'est préparé à une défaite, si vous voulez. Regardez l'ouest de Montréal, là, c'est rouge partout. Nous autres, on attendait quand même Montréal. Tu sais, faut quand même se le dire, là. 60 % de la population est ici, puis aux alentours. Oui, oui. Le nom vient de prendre l'avance. Tout à coup, là, ça commence à changer. Je n'étais pas enthousiaste. Là, j'ai vu qu'il y avait comme un problème. Si Québec, c'est 53 % à 95 % de francophones, il y a un petit problème à Québec. Québec, notre capitale nationale. T'étais fâché? Oui. Notre grande surprise, ça a été Québec, hein? C'est là que j'ai cru que ça pouvait revirer de bord. Alors, c'est 19 000 voix, pas loin de 20 000 voix en faveur du non, avec 93 % des bulletins jusqu'à maintenant. À un moment donné, il vient me voir, j'ai dit « Monsieur Parizeau, c'est fini. C'est fini. » À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum.
C'est comme une chape de plomb là, hein, sur nos épaules. Là. Je peux vous dire, là, on était catastrophés. Jacques Parizeau était indigné. Tout à coup, là, tout s'écroule. Et avec une marge si mince que là, il y a une colère qui monte en lui. Une fois que les résultats sont confirmés, il n'y a pas vraiment de communication directe entre Mario Dumont et Jacques Parizeau. Alors, Mario Dumont va prendre l'initiative de prononcer son discours où il reconnaît carrément la défaite du oui. Ce soir, le oui ne l'a pas emporté. Ça nous fait mal. Mais jamais les Québécois n'auront été si nombreux à vouloir du changement et à l'exprimer. Le poids de la reconnaissance de la défaite, il est retombé sur les épaules de Mario Dumont, un jeune de 25 ans, qui, à la lumière des résultats, s'est dit « on ne peut pas faire un pays sur un recomptage. Donc, on va concéder la victoire au camp du non. » Ce que les livres d'histoire vont retenir de ce référendum, c'est qu'on a signé la fin du Canada actuel. C'est sûr que j'étais pas dans le même état d'esprit, mettons, que M. Parizeau. Moi, c'était pas l'accomplissement d'une vie. Là. Moi, c'était un pas dans le continuum d'un peuple. Un gros, peut-être, on va me dire un énorme, là. Mais pas... j'ai jamais eu le mode binaire, moi. Fait que nous, la DQ, là, le discours d'un non, mais d'un non dans le cadre d'un référendum serré, là, nous, on était prêts. Le Québec ne fait pas vraiment partie du Canada. Quand près d'un Québécois sur deux dit oui à un mandat de souveraineté et quand le oui l'emporte dans la grande majorité des régions. Dans son discours, c'est un avertissement au Canada anglais, que les fondations du Canada s'étaient fissurées, avaient craqué, et que là, il y avait des grandes attentes de changement de la part de la population québécoise. Ce pays a été conduit au bord de la rupture. Et ce soir, si j'étais dans l'autre camp, par sagesse, j'hésiterais à fêter le résultat. Le résultat est tellement serré que le statu quo est impossible. Il y a comme un consensus autour de ça. Même Lisa Frula a cette impression-là. Elle le dit explicitement le soir du vote. Ce qui est important maintenant, c'est que M. Parizeau a le mandat pour négocier des changements avec Ottawa. Et Ottawa aussi a l'obligation de changement. Et à ce moment-là, c'est un non-statu quo et oui, un changement à l'intérieur du Canada. Le chef du Bloc québécois, M. Lucien Bouchard. Le non l'emporte. Toutefois, le problème canadien reste entier. Il s'oppose même ce soir de façon exacerbée. Si les fédéralistes d'Ottawa ne se rendent pas compte que le régime fédéral canadien n'a jamais été aussi fragile que ce soir, ils n'ont rien compris à ce qui vient de se passer. Merci. Chers amis, accueillons maintenant le premier ministre du Québec, M. Jacques Parizeau, accompagné de Mme Lisette Lapointe. J'étais là, dans un état là, de choc. Hein? Et là, je pensais à mon homme, là, puis je me disais, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mes amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. On était tellement certains de gagner, il n'y avait même pas un discours du non, il a été préparé. Et c'est Jean-François Lisée qui, rapidement, lorsqu'on voit la tendance s'inverser, prendre ses notes, prendre son ordinateur, commencer à préparer un texte, cherche une imprimante. Il n'y a pas d'imprimante dans la loge, quand même incroyable. Court, a l'imprimante. Puis on a raté par une petite marge, hein? Quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! Moi, j'étais dans un état d'esprit où je me disais, mais là, c'est 50-50. Je me disais, c'est énorme le progrès qu'on a fait. OK? Et donc, il faut laisser les choses ouvertes pour la suite. Hein? Le Canada était, eux, ils appellent ça un near-death experience. OK? Ils ont failli mourir, là. T'sais, ils sont à 26 000 voix de mourir. Bon. Mais M. Parizeau était très plongé dans sa douleur personnelle. Il ne voit que sa défaite, il ne voit pas le progrès. Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60 % on a voté pour. Jean-François, avec tout son talent, il a rédigé un discours formidable. Un discours qui tenait compte de la conjoncture où le Canada n'existe plus. On est à 50-50. Il disait on a progressé, il rappelait l'évêque qui disait à la prochaine. C'était vraiment un beau discours. Tout est là. Monsieur le lit, il le plie, il le met dans sa poche. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques. Mettons que ça a sorti bien. On sentait là,
l'immense déception, là, mais qui venait là, du fond du cœur. Et ça, c'était pas beau. Notre message principal, que la souveraineté a fait un énorme progrès, a été complètement oblitéré par les phrases malheureuses qu'il a prononcées. On l'a beaucoup analysé du point de vue de la cause souverainiste, pour vraiment attacher la cause souverainiste pour la suite. Je trouve qu'on n'a pas assez analysé. Non. Ça détruit le rapport de force immédiat, parce que d'un bout à l'autre du Canada, le lendemain, on se disait, mais regarde, c'est ça les souverainistes. Plutôt que de dire, le Québec a vraiment failli partir, puis là, le Canada, on est peut-être mieux de le moderniser. Il a parlé du vote ethnique. Évidemment, ce sont les allophones, les anglophones qui ont voté non dans une proportion de 76 %. La partie vote ethnique, peut-être c'était malhabile de le dire. Ça ne veut pas dire que c'était faux. Le Parti québécois ou le mouvement souverainiste a sa part de responsabilité parce qu'ils ont décidé de ne pas courtiser le vote ethnique. Et courtiser, je ne veux pas juste dire des belles choses sur les Grecs, les Italiens, les Juifs et ainsi de suite. C'est réellement bâtir une relation pour que l'idée du Québec devienne un pays ne fasse pas peur. Nous, on nous empêche de sortir tout de suite du métropolis, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent dans la rue, qui créent du grabuge. C'était une ambiance triste des deux côtés. Le oui qui était très déçu d'avoir perdu, puis le non qui avait passé si proche, qui réalisait ça, puis finalement qui était à 50 % et quelques poussières, on était assis sur la clôture. On n'avait pas l'âme à fêter de façon wouh, tu sais. Jean Chrétien est soulagé, le non l'emporte, il garde son poste et le soir même, il se rend à son bureau pour faire un discours. À mes concitoyens et concitoyennes du Québec qui ont appuyé le oui, je dis que je comprends votre profonde volonté de changement. Il nous faut maintenant envisager des solutions innovatrices pour ne plus jamais retomber dans une pareille crise existentielle. Alors, il y a une question qui revient toujours, je pense, depuis 30 ans, c'est est-ce que les ingérences d'Ottawa ont eu quelque effet sur le vote? Et dans les derniers mois, il y a la professeure de sciences politiques, Evelyne Brie, qui a mis la main sur une base de données où on peut voir les intentions de vote d'un jour à l'autre pendant le référendum, et elle a pu vraiment vérifier si le love-in a eu un impact ou non. En fait, ce qu'on observe dans les données, c'est qu'il y avait vraiment une montée assez stable du oui, puis tout d'un coup, la journée du love-in, on voit vraiment une descente de l'appui à l'option souverainiste, qui ensuite persiste aussi le 28 octobre. Il semble avoir eu un effet, en fait, positif pour le oui du love-in à Montréal. Donc, là où les gens étaient vraiment exposés aux effets de cette manifestation-là. Donc, on voit un effet légèrement positif pour le oui. C'est comme s'il y avait un backlash de ce côté-là. Mais pour l'ensemble de la province, à l'exception de Montréal, les gens qui ont vu le rassemblement à la télévision, qui en ont entendu parler à la radio, qui ont lu ça dans les journaux, il semble avoir un effet positif pour le non. Et l'effet positif pour le oui sur l'île de Montréal a été moins grand que l'effet positif pour le non dans le reste de la province. Récemment, il y a eu des nouvelles révélations concernant 1995. Il y a mon collègue du Journal de Montréal, Raphaël Pirot, qui a interviewé Sergio Marquis, qui était ministre de l'Immigration de Jean Chrétien. M. Marquis a admis qu'il y avait une directive de la part du premier ministre Jean Chrétien pour que Citoyenneté Canada et Immigration augmentent le nombre de nouveaux citoyens au Québec par année là, de façon radicale, en présumant que ces gens-là allaient voter pour le non. Il y a le professeur Jean-François Daoust de l'Université de Sherbrooke qui a fait une série de demandes d'accès pour obtenir les chiffres de 1984 à 1996. Et qu'est-ce qu'ils disent, les chiffres, Antoine? Alors, les conclusions sont impressionnantes. Il l'a mis dans un graphique là, où on voit justement que la moyenne serait autour de 15 000 nouveaux citoyens pour le Québec. Et tout d'un coup, en 93, 94 et surtout 95, on monte jusqu'à plus de 43 000. Et en 96, ça chute radicalement à 11 000. Ça correspond, en termes statistiques, à ce qu'on appelle des données aberrantes. C'est-à-dire que la possibilité que cette déviation-là par rapport à la moyenne dans la série temporelle soit due au hasard, elle est excessivement mince. Jean-François Daoust s'est lancé le défi d'évaluer l'effet sur le vote de ce nouveau contingent-là de citoyens.
On arrive avec 36 scénarios possibles qui correspondent à chacun à un rond sur le graphique. Il n'y a aucun scénario où le oui l'emporte, mais on voit que par rapport aux résultats réels, donc 50,58 pour le non, 49,42 pour le oui, eh bien systématiquement, chacun des scénarios désavantage le non et avantage le oui. Et en moyenne, sans l'opération citoyenneté, le oui aurait obtenu 49,72. Donc, on parle d'une augmentation d'au moins 0,3 points de pourcentage. Une fois qu'on intègre l'opération citoyenneté, il en faut tellement peu pour que la victoire soit acquise du camp du oui, que si on nous dit que c'est prouvé qu'il y a des effets négatifs sur le oui de d'autres événements comme le Love-in, tout porte à croire qu'à un moment donné, ça mène à 50 plus 1. Puis on a seulement mentionné l'opération citoyenneté et le Love-in, mais il pourrait y avoir d'autres choses aussi. Est-ce qu'on peut dire, professeur Daoust, que c'est une pratique qui est démocratique? Cette pratique-là, d'utiliser l'appareil étatique à des objectifs politiques clairs, et donc de dévier de ce que fait la fonction publique, normalement neutre, pour des fins stratégiques politiques, ça fait partie des comportements qui ne sont pas jugés comme étant démocratiquement acceptables. Toutes les magouilles, oui, ont existé, mais est-ce qu'on s'est fait voler véritablement? Qu'est-ce que ça veut dire? 25 000 votes, 25 000 votes. Et moi, Antoine, je vais te dire quelque chose. J'aurais pas aimé qu'on gagne à 2000 votes. Je veux dire, me semble, sur une question comme celle-là, 50 plus 1, c'est la loi. C'est la loi internationale, oui, mais disons que c'est plus certain, puis t'es plus à l'aise, puis t'as plus de marge à 55 qu'à 50 plus 1. Je ne souhaiterais pas ça. Si t'es à un Albertin près qui vient à Montréal, c'est un billet gratuit pour te dire qu'il t'aime, que tu changes d'idée, peut-être bien mieux que tu changes, peut-être mieux. Non, mais... C'est vrai, c'est que ton point de vue est tellement... Donc, toi, le référendum volé, c'est... Non, je suis pas là-dedans. Non. Non. Pour moi, si les Québécois avaient voulu, ça aurait passé à 57 puis on aurait peut-être dit, bon, s'il n'y avait pas eu une accélération, mettons, des dossiers de citoyenneté, d'immigration, ça aurait passé à 57,2, là, tu sais, puis s'il n'y avait pas eu le Love-in, 57,3, mais il y a quelque chose, il y a manqué de gens qui ont voté oui, tu sais. Où? Partout. Ça me fait bien de la peine de dire que 30 ans plus tard, là, assumé. C'est ça, c'est arrivé. 2 référendums, 2 fois, non. Qu'on assume, là, puis qu'on arrête de pleurer. Moi, c'est ça, là. Qu'on arrête de pleurer, puis qu'on passe à l'action. 30 ans plus tard, commencer à dire que le résultat n'est pas légitime, mais ça nous mène où, là? Ça nous mène où, là? On parle encore du référendum de 95 aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. C'est un événement extraordinaire, on va dire, dans la vie d'une collectivité. Un moment où on se regarde dans le miroir comme groupe national, puis on se dit vers où on veut aller. Hein? On va décider de notre avenir. Il y a une question à un moment précis de notre histoire. Puis cette question-là, elle est décisive pour décider non seulement de notre avenir, mais l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants. C'est très, très rare qu'on a l'occasion comme ça de se prononcer politiquement sur un projet de société qui engage la totalité des dimensions d'une collectivité nationale. Si on en parle encore, c'est parce qu'on se dit, bien, à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ces quelques milliers de voix qui avaient séparé le camp du non et le camp du oui, dans quelle société on vivrait? Est-ce qu'on serait vraiment meilleur? Est-ce qu'on serait pire que l'on est? Et on n'arrête pas de ressasser cette interrogation. Qu'est-ce qui aurait été si le scénario avait été différent?